Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dirty Rap. Comme d'habitude, c'est Adnan et je suis avec Logan. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien. Excellemment bien aujourd'hui parce qu'on fait une émission que j'attendais depuis très longtemps sur un groupe légendaire, du rap américain, mais surtout du sud, du rap du sud. On va parler de UGK, duo composé de Bun B et de Pimp C. Voilà, groupe, tout a été dit sur eux, ils ont influencé un nombre incalculable de gens. On était obligé de faire cette émission. Moi je suis très content de la faire parce que c'est l'un de mes groupes préférés de rap américain, je pense pour toi aussi. Ouais, vraiment. Un peu. Clairement, ils sont dans Ouais, le top. dans les très grands. On a beaucoup de choses à dire parce que c'est un groupe, il y a énormément de choses à dire parce qu'ils ont fait, ils ont balayé un spectre immense du rap, notamment dans le sud des États-Unis. Et commençons directement parce que est-ce que tu peux nous raconter déjà comment le groupe s'est un peu formé parce que on a dit c'est un duo, c'est Pimp C et Bun B, mais c'est un peu une histoire un peu atypique de plusieurs groupes en même temps. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ça? Ouais, alors j'ai pas tous les noms parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y avait quand même une grosse scène à ce moment-là à Port Arthur, du coup, au Texas. Exactement, parce qu'ils viennent de Port Arthur. Exact. Donc il y avait beaucoup de types qui faisaient du rap. En gros, ils ont commencé dans les années 80. Ouais. Je crois que c'est Pimp C qui a dit qu'il a commencé quand il a entendu Run DMC passer à la radio à l'époque, donc ça remonte à un petit moment quand même. Ouais. Au départ, si j'ai bien compris, c'était deux groupes séparés en fait. Ouais. Un groupe avec Pimp C et un pote à lui. Ouais. Un groupe avec Bun B et un pote à lui. Ils étaient tous les deux dans la même high school, donc je crois que c'est l'équivalent du lycée, si je ne me trompe pas. Les deux groupes finissent par se rejoindre. Pardon. Ouais. Ils forment un groupe qui s'appelle Four Black Minister. Ouais. Sauf que là, le lycée se termine. Donc il y a deux mecs qui se disent on va passer à autre chose. Je crois qu'il y en a un qui est parti faire du basket. Et un autre, je sais plus quoi. Mais ils resteront toujours un peu, malgré tout, on le verra un peu par la suite, dans l'entourage de UGK. Et ils continueront à faire de la musique, notamment, qui va continuer à produire pour le groupe. Et donc il reste plus que Bun B et Pimp C qui, eux, veulent continuer à rapper. Et ils décident de garder le nom UGK, qui était le nom du groupe de Pimp C au départ, avec son pote. Underground Kings. Ouais, les rois des souterrains. Voilà. Et c'est comme ça que le groupe naît, en gros. Voilà, exactement. Et c'est important de dire quelque chose parce que c'est qu'au départ, Pimp C, c'est notamment un producteur, en fait. C'était avant même d'être un rappeur. D'ailleurs, c'est marrant, mais il y a des anecdotes qu'aujourd'hui qu'on dit sur lui qu'il n'était pas très satisfait de son rap et qu'il se trouvait bien meilleur en producteur, qui disait ouais mais quand je rappe je suis pas assez fort, etc. Donc il était principalement producteur et Bun B, lui directement rappeur au kilomètre, comme on verra tout au long de leur carrière, et les deux se rejoignent et fondent donc, comme tu dis, ce groupe. Et fin des années 80, oui. Ouais, juste par rapport, parce que j'ai pas été très précis par rapport au nom, tout ça, quand j'ai parlé des groupes et de départ et des mecs qui entouraient Bun B et Pimp C, je peux vous recommander, il y a un documentaire qui est trouvable sur YouTube assez facilement, qui s'appelle Pimp C The Final Chapter, et en gros, au début, il y a une interview de Pimp C avec justement des types avec qui il traîne à l'époque, et ils expliquent ça beaucoup mieux, quoi. Donc si vous voulez vraiment avoir les noms et tout, allez regarder ça. Ouais, il est assez intéressant en plus comme docu. Et voilà, ça c'est... En tout cas, ça se déroule à peu près vers la fin des années 80, donc c'est intéressant quand même de voir que voilà, ils viennent de Port Arthur, du Texas, comme on l'a dit, donc à un moment où il y a une scène qui se crée doucement mais sûrement dans le Texas, notamment à Houston, avec Rap-A-Lot, les Ghetto Boys, etc. Donc ils viennent à peu près à ce moment-là, et on va dire que plus le temps passe, c'est notamment en 92 en fait qu'ils commencent vraiment à sortir de la musique, en tout cas à sortir des choses de manière plus officielle, en signant chez un label local qui est Big Time Records, et ils sortiront notamment deux EP très importants, notamment un qui est The Thousand Way, qui sort en premier, et qui est très important pour UGK et pour
pour la scène du Texas en général, ben, est-ce que tu as quelque chose à me dire sur ce projet qui est extrêmement important? Ouais, il y a quand même beaucoup de choses à dire parce que c'est leur premier projet officiellement commercialisé. Exact. Et il y a déjà beaucoup d'éléments qui vont rester dans leur carrière. Il y a déjà je dirais la richesse musicale dans les productions, surtout. Donc, production de Pimp C, comme tu l'as dit, qui est fils de trompettiste d'ailleurs, Ouais, qui a exact. eu une éducation musicale en fait assez classique. Ouais. Et on ressent quand même quelque chose de très instrumental, entre guillemets. Ça veut pas dire grand chose, mais enfin oui, de très riche, quoi, de très influencé de musique hors rap, quoi, entre guillemets. C'est d'ailleurs, je crois, un oncle à lui qui lui disait, quand il écoutait Run DMC, put some music in it, mets de la musique là-dedans, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, les quelques batteries là, de Run DMC, je sais plus c'est quoi le morceau hyper connu, enfin bref. Et donc voilà, il disait mets de la musique, et donc il a mis beaucoup de samples, beaucoup de richesse dans les productions. Donc voilà, c'est, je dirais, ce qui a fait leur originalité dès le départ et qui a aussi permis de les sublimer, je pense, sur ce disque. Bon, personnellement, j'aime beaucoup ce EP. Ouais. Qui est une cassette au départ, pas un disque. Oui, en plus. une cassette SR à l'époque. Et ouais, c'est vrai que au niveau du rap, ils sont pas encore au point à fond, on va pas se mentir. Ouais, c'est encore un peu abaissé, ça reste, même s'il y a des trucs sympas et tout, c'est pas la folie. Ouais. Mais le fait que les productions soient super riches, ça donne quand même une... ça sublime les rappeurs comme je l'ai dit, quoi. Après, voilà, il y a quand même des bases comme au niveau lyrical, au niveau de Pimp C, on comprend que ça va être assez sale. Ouais. Des trucs très hardcore, direct sur le sexe à fond, tout ça. Bah, Pimp C, voilà, il s'appelle pas comme ça pour rien. Ouais. Un morceau que je devrais ressortir du disque, je sais pas ce que t'en penses, moi ce serait Use Me Up. Ouais, qui je trouve est typiquement le genre de morceau qui fait que UGK par exemple se détache à l'époque du reste des groupes. Ouais. Un morceau assez original du coup et qui le détache justement. À l'époque c'était quand même beaucoup le son en gangsta rap. Bon, c'était 82, il y avait Chronic qui sort cette année-là si je me trompe pas. Bon, New York, il y a quoi? Il y a Redman qui sort cette année-là si je me trompe pas. Ouais. Eux ils arrivent avec un truc un peu décalé, où en gros dans ce morceau il raconte qu'il est content en gros de vivre avec une michto, quoi, pour dire ça, quoi. Il est content de donner son fric parce qu'il est amoureux. Voilà, tant qu'il peut lui faire l'amour, c'est bon, ça lui va très bien et tout, et c'est assez sympa à écouter, en plus c'est très bien produit et tout. Ce qui est assez marrant, c'est que tu dis aussi par rapport à Pimp C, tu disais les côtés extrêmement sales, voilà, le côté pimp, et il y a ce morceau Use Me Up qui est un peu en décalage parce qu'il dit voilà, je suis trop attaché à cette fille, c'est... Même mes potes, ils me disent mais t'es bizarre, pourquoi tu fais ça et tout. Il dit ça à un moment dans le morceau et c'est un morceau vraiment presque. Moi, quand je l'écoute, il me rend assez heureux, il me fait assez rire, donc je le trouve vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on en parle là, mais on en reparlera un peu plus tard, mais il y a beaucoup de morceaux qui se retrouvent sur ce EP, qui vont se retrouver sur le premier véritable album aussi. Bah tous. Voilà, ouais, presque tous. Donc, mais je pense que cette cassette, elle est très importante tout simplement parce qu'elle existe en fait, et voir un groupe de Port Arthur de Texas venir comme ça, et ça va être une cassette qui va être très importante directement dans le sud. Un morceau comme Something Good, pardon, il sera très important, il va direct les mettre en place, et ouais, cassette très importante pour leur carrière, et qui les installe directement en tant que vrai groupe de Texas, et on le trouvera directement quand tu parles de la production, parce que c'est aussi un moment... voilà, dans le Texas, il y a quand même... Enfin, il y a Rap-A-Lot, il y a les Ghetto Boys, etc. qui sont déjà là, mais... UGK, la production notamment de Pimp C, et c'est comme ça qu'il va directement appeler sa production dès le premier album, il va parler de country rap tunes directement, et on sent déjà là ce côté-là un peu country dans la production, funky. Et ouais, cassette très importante qui va s'en suivre directement par un autre EP en fait, parce que là c'était une cassette, l'autre ça sera vraiment un EP un peu plus officiel qui est Band. Qu'est-ce que tu peux me dire toi de ce second EP qui suit directement pour le coup il y a beaucoup moins de choses à dire sur celui-là parce qu'il est quand même assez court, il y a que 4 morceaux dont 2 instrumentaux, je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est ça. Sympa.
Il y a un morceau, je dirais, qui est quand même assez marquant, c'est Pregnant Pussy. Ouais, ouais. Et je pense que c'est un des textes les plus affreux que j'ai jamais entendu de ma vie. Et aussi absurde de manière générale, quoi. C'est, bon, je vais pas raconter tout, mais en gros, il raconte que le sexe est mieux que les femmes enceintes, quoi. Ouais. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que bon, il donne des trucs vraiment, des trucs vraiment dégueulasses. Ouais. Si, Mais c'est super bien produit en même temps, tu vois. ouais. Ce qui fait qu'il y a ce côté pervers où tu bouges la tête, tu vois. Pendant que le mec, il dit des trucs Exactement. dégueulasses. Donc c'est... Le morceau, en vrai, il est super bien. Bon, après, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, on comprend déjà un peu presque cette espèce de dualité où tu vas avoir des prods, entre guillemets, anoblis par des samples de musique soul ou des trucs comme ça, tu vois. Et les mecs qui te balancent des trucs hyper crades dessus, il y a déjà ça, quoi. Non, clair. Après, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais. C'est très court comme EP. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il faut le dire, je reviens vite fait sur ce que tu disais sur Pregnant Pussy, il faut le dire que voilà, Pimp C, c'est un ouf. Il dit toujours des trucs de fou dans tous les morceaux et même en interview. Ça n'a jamais été quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Donc, c'est un vrai personnage, Pimp C. Et, on parle beaucoup de Pimp C, mais il faut le dire aussi Bumby qui est important, qui est déjà important à cette période-là, mais je trouve que les deux prennent, on va dire, un peu plus en rap avec les années qui vont suivre. Et on va dire toute la synthèse avec les deux EP précédents va se faire avec le premier véritable album de UGK qui sort cette fois chez Jive. Voilà, Jive Records, label important de l'époque. Et qui sort aussi en 92, ils ont été très productifs cette année-là. Et comme on l'a dit, il y a plusieurs morceaux, notamment de la première cassette qui se retrouvent sur ce projet-là avec des prods qui changent un peu. Des lyrics qui changent. Ouais, Use Me Up qui se retrouve complètement censuré. Ouais, carrément. Mais qui a été pas censuré en coupant des mots comme ça peut vraiment être fait de façon dégueulasse. Là, il a juste changé les lyrics pour que ça passe mieux à la radio. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, premier véritable album avec des morceaux. Si je peux commencer peut-être sur ça. Vas-y. Parce qu'il y a quand même des morceaux très importants sur ce disque. Je pense notamment à un morceau dont on reparlera un peu plus tard parce qu'il est très important dans la carrière du UGK, mais c'est le morceau Pocket Full of Stones qui est très important dans leur carrière et qui est un morceau qui je trouve vraiment très réussi. Où il parle littéralement de vendre la drogue et c'est un peu un storytelling durant tout le morceau où ils disent au début je commence en tout petit, après je grandis, après je tombe en prison mais je reviens donc je refais mon business. Donc c'est un vrai morceau très intéressant, il y a un peu un passe-passe entre les deux, entre Bumby et Pimp C sur le morceau, c'est super réussi et on entend déjà le côté... on l'entendait déjà sur les cassettes précédentes, sur les EP précédents, pardon. Mais là, on le sent vraiment le côté, musique de ride, musique fait pour les voitures aussi, carrément, tu vois. Je pense à Short Texas, qui dure genre 6 minutes, je crois, quelque chose comme ça, où le refrain est répété pendant très longtemps. Il y a vraiment ce côté, ride dans la voiture quand t'es un peu défoncé, parce qu'il faut le dire, il y a déjà ce côté-là dans leur musique, et qu'on retrouvera un peu dans toute leur carrière. Et album, je trouve assez réussi pour un début. Après, faut le dire, je pense qu'ils sont pas encore... en tout cas, ils vont s'améliorer énormément, je pense, au niveau du rap avec les albums qui vont suivre, et même au niveau de la production, de tout. Mais je trouve que c'est quand même un album assez réussi pour un début, et qui montre déjà, je trouve qu'ils ont déjà leur style, parce que on pourrait très bien penser, comme je dis, musique de ride, à directement un son West Coast, qui peut faire penser à un son West Coast. Bien évidemment, c'est l'influence, je pense, clair. Mais ils ramènent déjà tout leur côté avec leur production, notamment le côté vraiment soul, funk, country, quoi. Donc, et je trouve que c'est un album qu'il faut écouter, qui est très intéressant. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ce premier disque? Ça s'appelle Too Hard to Swallow, d'ailleurs. Non, j'ai oublié de le préciser. À quel titre? Ouais, non, après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a dit sur le premier EP qui forcément reviennent là-dessus, vu que c'est... En gros, c'est le premier EP modifié avec 5 nouveaux morceaux. Ouais. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que certains morceaux modifiés, je trouve, passent un peu moins dans le
dans l'album, je sais pas trop pourquoi. Short Texas, je suis un peu moins fan. Ouais, moi aussi. Ça me Pas Use Me Up, mais le solo de Bun B aussi, je crois qu'il y a un changement d'instru ou un truc comme ça. Ouais, je suis un peu moins à fond. Il y a un morceau dont j'aimerais bien parler, c'est Feel Like I'm the One Was Doing Dope, que je trouve absolument incroyable. Il est très bien. Niveau notamment l'instru qui est, je trouve, futuriste pour l'époque, hyper lourde. Et avec un storytelling franchement très 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 fort de la part de Pimp C sur ce morceau. Il raconte qu'il se réveille en pensant que c'est un crackhead, que c'est un drogué. Et bon, il raconte en gros comment toute sa journée se déroule et en fait c'est un mauvais rêve, quoi. Et jusqu'à qu'il se suicide et qu'il se réveille et il se rend compte que c'est un rêve. Le morceau est vraiment très cool. Pocket Full of Stones, c'est important, on en a déjà parlé. Mais que je trouve aussi un morceau qui marque la différence du groupe. Par rapport à l'ambiance globale, je trouve qu'elle est assez inquiétante au final. Je sais pas ce que t'en penses. Avec cette espèce de trompette un peu dissonante qui revient un peu comme un fantôme au long du morceau. Il y a un truc très ambigu, tu vois. Ils font pas du coke-rap ou du rap sur la drogue de façon un peu fun et innocente, on va dire. Exactement. Il y a un côté un peu... il parle, je crois que c'est... je sais plus si c'est Bun B ou Pimp qui parle de Devil's Love Potion. Et il parle de la drogue qu'ils vendent. Donc ils ont quand même déjà un recul en fait sur ce qu'ils racontent dans leur musique. Complètement. Et c'est ce qui va marquer en fait leur différence par rapport à beaucoup de groupes et leur intelligence en fait dans leur écriture. Donc très intéressant ce morceau pour ça. Quoi d'autre après voilà, comme tu as dit, il y a pas mal de morceaux. On sent une influence West Coast, c'est clair, mais après bon, le Sud est globalement beaucoup influencé par la West à cette époque-là. Au niveau lyrical, il y a deux morceaux qui sont très intéressants. Je trouve que c'est la dualité entre Use Me Up et Crimp in My Style. Exactement. Qui sont deux morceaux d'amour, en fait, tu vois. Où tu vas avoir Use Me Up, où tu vas avoir Pimp C qui va être complètement un peu mou, quoi. Ou tout gentil. Je flippe. Enfin, tout gentil, c'est exagéré. C'est pas vraiment ça. Mais enfin, bon, voilà, je donne tout mon fric, il n'y a pas de problème. Et Crimp in My Style, ça va être beaucoup plus hardcore. Et cette fois-ci, c'est Bun B. Voilà. Crimp in My Style qui d'ailleurs prend le sample de Big Papa avant Big Papa. Les Brothers. Ça, c'est les Brothers, exactement. Ça, c'est très... C'est vrai que parce que la première fois que je m'étais écouté cet album, j'avais bien évidemment déjà écouté Big Papa, etc. Et quand je suis tombé sur ce morceau, j'ai fait putain, ils ont utilisé le sample avant Biggie et tout, c'était marrant. C'est un moment. Ça se trouve, Didier est tombé là-dessus. peut-être. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Parce qu'il faut le dire aussi, ça a quand même été un sample qui a été beaucoup utilisé dans le rap. Bon, voilà. Mais en 92 quand même. Puis il l'utilise de façon un peu différente quand même. Ouais, complètement. Après voilà quoi. C'est un disque qui marque leur différence, c'est clair. Je pense à un morceau... Encore une fois, on a parlé des textes incongrus sur Pride and Pussy avant. Il y en a un autre que je comprends pas. C'est I'm So Bad. Ouais. C'est vraiment un délire, je capte pas trop, mais c'est pas grave. Ils l'ont fait, bon. C'est bon, ok. Ils ont samplé la line de LL Cool J, mais dans un contexte... Bon, c'est... Je pense qu'il y a que eux qui pouvaient sampler cette phrase-là de LL Cool J. Bon, vous irez écouter. Donc voilà, quoi. Non, mais j'ai plus beaucoup de choses à dire, quoi. Donc, après, voilà, comme on a dit au niveau des flows, pour moi, en tout cas, je trouve ça, même par rapport à ce qui se fait à l'époque, je trouve ça peut-être encore un peu trop simple. Même au niveau des instrus, par moment, on sent que ça pourrait peut-être être plus riche, plus développé encore. Complètement. Mais bon, c'est un disque original en fait, et je pense que c'est pour ça qu'il a marqué à l'époque, et que je crois que ça a plutôt bien marché dans le Sud. Oui. Et aussi parce qu'ils assument leur identité Sud. Je pense notamment à la voix de Pimp C en fait. Quand on parle de UGK, pourquoi c'est important pour le Sud, je pense que c'est notamment, à mon avis, beaucoup à cause de la voix de Pimp C, qui assume sa voix aiguë avec son accent de mec du Sud, quoi, de Plouk. Alors qu'il raconte en interview qu'avant 92, il essayait de rendre sa voix plus grave, en fait. Donc là, c'est à partir de là qu'il a vraiment assumé, quoi. C'est intéressant que tu dises ça, parce que il y a vraiment ce côté, parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, on se rend pas compte, finalement, quand on écoute, par exemple, j'en sais rien, un album de New York de cette époque, et quand on écoute un album du Sud comme celui-là, de la même période, c'est vrai qu'on se rend pas compte peut-être des différences d'accent, peut-être directement, ou même des différences d'argot, en fait, parce qu'ils existent complètement. Et ça, c'est un truc qui est très important chez UGK, parce qu'ils embrassent complètement ça, tout l'argot
tout l'argot du sud, du Texas, le côté, comme tu dis, l'accent. C'est ça, mais tu dis, c'est comme si c'était un mec qui rappait avec un putain d'accent du sud-ouest, tu vois, Voilà, hyper fort, tu voilà, vois. En c'est gros, ça. c'est un peu ça, quoi. Voilà, À une époque, c'était dominé par un exactement. accent new-yorkais, donc je sais pas, parisien New-Yorkais. pour nous, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, voilà, enfin, et de même très important, voilà, d'assumer le côté vraiment, vraiment sudiste et de l'emmener très loin, et je trouve ça assez beau. Et je voulais juste revenir sur un dernier truc, quand tu parlais de Pocket Full of Stones, le côté, où il y a déjà ce côté un peu recul, et finalement un peu triste dans la musique, mais c'est qu'aussi, ça il faut le voir, je pense, quand on écoute UGK, c'est que c'est pas simplement, on va dire, du chill rap entre gros guillemets, parce que mais c'est une musique aussi qui est très, en tout cas pour moi, hein, c'est comme ça que je la vis moi, une musique aussi qui est très assez triste en fait, et qui a, parce que on peut très bien penser que voilà, il parle de drogue, il parle de se défoncer, etc. Mais c'est des choses qui viennent pas de nulle part, et il y a quelque chose presque de conscient, ça veut rien dire, mais de conscientiser par rapport à ce qu'ils vivent, quoi. Et je dirais de mature, en fait. Ouais, de mature, carrément. Carrément. Malgré qu'ils se permettent de dire des conneries comme... parce que voilà, faut faire de la musique, Oui, c'est ça. s'amuser, tu vois. Ouais. Il y a un recul. Voilà, c'est ça. Et album, voilà, très important, et qui va d'ailleurs les propulser un peu un an plus tard, enfin propulser en tout cas beaucoup plus que... Enfin, ils vont devenir un peu plus gros qu'un simple groupe du Sud, avec notamment la BO de Menace to Society, parce que Pocket Full of Stones se trouvera dedans, hein, voilà. Parce qu'il faut le dire, un Jive à cette époque, il faisait beaucoup de... Enfin, il sortait en tout cas beaucoup de BO de films, et ils sortaient donc Menace to Society, ils en avaient profité pour mettre un peu un morceau de UGK, ce qui va un peu qui va les mettre bien, hein, qui va un peu encore plus les propulser, et c'est un peu tout ça qui va mener à leur second album, qui est Super Tight, pardon, qui sort en 94, 2 ans plus tard. Et c'est un peu aussi à partir de ce moment-là qu'ils deviennent encore plus gros, un peu plus gros qu'un simple groupe du Sud. Et pour moi, c'est le premier classique de UGK, mais je te laisse parler de cet album extrêmement important. Oui, peut-être c'est un classique, c'est vrai. Ah si. Non, c'est vrai que c'est un album assez incroyable. Vraiment excellent. Ouais, beaucoup de choses à dire sur celui-là, vraiment, notamment sur les productions, mais pas que. Ouais. J'ai commencé par là. Il y a une influence qui est hyper funk. On en avait déjà un peu parlé, mais là, je trouve que ça se ressent beaucoup plus. Ils ont même travaillé pendant les sessions studio avec un mec d'un groupe de funk qui s'appelle The Meters. Exactement. Léo Nocentelli, si je me trompe pas dans le nom. Qui a la guitare, etc. Donc ils sont beaucoup inspirés du travail de lui. Et il y a, voilà, comme on l'a déjà dit, production d'une très grande richesse avec des rythmiques assez relaxantes, je dirais, globalement, sur tout le disque. Je trouve que là, c'est beaucoup mieux fait, par exemple, toi, le côté, entre guillemets, chill musique. Ouais. Voilà. Et ils utilisent ça pour parler de tous les sujets, en fait. Ils ont vraiment un style qui leur permet en même temps d'évoquer plein de trucs. Le sexe, évidemment. Oui, bien sûr. I Left It Wet For You. Il y a quoi d'autre? Pussycat Me Daisy. Oui, c'est vrai. Quel nom de titre. La mélancolie de la rue, comme tu l'as dit, d'une certaine manière. Avec Feds in Town, tu vois. L'opulence, même. Make It Supposed to Bubble. Sur le Dom Pérignon, tout ça, morceau absolument incroyable. Ou encore La Défonce, quoi, avec Stone Junkie, qui est vraiment une bastos, quoi. Ça, c'est un morceau que je trouve absolument incroyable. Et puis la ride, là, ça devient officiel, quoi, avec le morceau Front Back, Side to Side. Ça, c'est classique, ça. Qui est un morceau classique. Ouais. Voilà, quoi, c'est très, 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 très riche, quoi. Ouais. Donc, que dire de plus au niveau des textes, je trouve aussi que ça devient meilleur. Notamment dans les storytelling que je trouve beaucoup plus fort. Feds in Town, tout ça. Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux écrit quand il raconte Stone Junkie, quand il parle des junkies, Feds in Town. Il parle de se faire poursuivre par les flics, tout ça. C'est beaucoup mieux. Et t'as toute la vie. T'as l'impression d'avoir presque comment dire, tu vois, un paysage de la vie urbaine de Houston et ses alentours, du coup. Complètement. De l'époque, tu vois, avec tous les fantômes, entre guillemets, qui sont évoqués, tout ce qui est un peu de caché, de sombre.
Voilà, après, toujours l'influence West Coast, hein, ça c'est clair. Hein, même dans les artistes qu'ils citent, ils l'assument, quoi. Ils parlent de YC notamment, de Dre, dans un frontback. Au niveau des flows, là où j'avais peut-être quelques réserves sur le premier disque, là je trouve qu'il y a quand même une vraie amélioration, notamment sur les schémas Dream, il y a des trucs assez fous. Les refrains aussi, il y a des sacrés refrains sur ce disque, sérieusement. Puis ça se tient, quoi, du début à la fin, il n'y a pas de morceaux, j'ai pas de skip, je pense. Moi aussi. J'ai pas de morceaux que je zappe, quoi. Il y a une vraie homogénéité. Et même au niveau des deux rappeurs, en fait, je trouve qu'il y a un truc où les deux ça se marie hyper bien. On voit presque pas la différence. Je vais pas dire, on voit pas énormément la différence forcément quand ils rappent, ça passe tout seul. Tu vois, ils sont un peu au même niveau, ça passe vraiment très bien. Et après, voilà, que dire d'autre. Au niveau des bangers, je trouve que ça devient aussi super fort. Ils ont quelques bangers, ils en ont pas énormément parce que ça reste globalement sur un truc assez calme. Mais je pense au morceau Pocket Full of Stones 2, part 2 que moi je préfère à la partie 1. Ok. Je trouve qu'ils ont ramené un truc, un twist un peu funk justement, tu vois, il a un groove de full morceau, il est vraiment incroyablement bien produit. Et Three Sixteens aussi à la fin. Ça c'est fou ça. Classique. Bah t'as dit de très belles choses sur cet album. Pour moi, franchement, s'il y a une réussite, en tout cas quand on écoute pour la première fois, je pense l'album, s'il y a une réussite qu'on voit directement, et tu l'as très bien dit, c'est au niveau de la production. Pimp C fait un travail d'orfèvre, je trouve, dessus, vraiment. Là, il montre vraiment, je trouve, ses talents de producteur, même s'il l'avait déjà montré auparavant. Là, je trouve vraiment le son maximisé funk. Vraiment, c'est fantastique, quoi. Vraiment, ils apportent vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant et qui change par rapport à ce qui se fait à cette époque-là, je pense, parce que voilà, ça sort en 94, ça reste quand même du gangsta rap, mais il y a vraiment quelque chose dans la production qui rend tout ça vraiment, vraiment fantastique, et tu t'en as parlé déjà aussi, la manière dont la complémentarité entre les deux, où je trouve elle est encore plus présente qu'auparavant. Là, je trouve les deux, il y a une homogénéité entre les deux rappeurs qui est assez folle. Moi, je pense notamment au morceau, le tout premier qui est Return, où les deux ils font un couplet, mais c'est incroyable. Les deux, c'est des découpeurs vraiment. Il n'y a pas de morceau que je jette, franchement. Underground aussi, le deuxième morceau, je le trouve fantastique. Le début, il est fou. Ouais, le début est vraiment fou. Et moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est Protect and Serve, où il parle de la police, etc. Et où les deux, ils sont tellement chauds. Franchement, tout ce qu'ils balancent, c'est fantastique. Le deuxième couplet de Pimp C, je crois, c'est le deuxième. Il est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Le morceau, il commence, t'entends Fuck the police. Enfin, le morceau, franchement, il te met dans une ambiance. C'est incroyable. Et pour moi, il y a tout dans cet album qui est vraiment une réussite. Même des morceaux qui, au début, je trouve que j'étais pas extrêmement fan. Je pense à Pussy Got Me Dizzy, où j'étais pas j'étais pas fou dessus. T'étais pas dizzy. J'étais pas dizzy, mais je me le suis pris, et franchement, pour moi, cet album, pour moi, c'est vraiment le premier classique de UGK, et qui sera très important, vraiment, pour toute leur carrière, parce que je pense aussi qu'il installe vraiment le son UGK, qui, bien évidemment, va évoluer avec le temps, mais pour moi, c'est l'album, en tout cas, le premier véritable album qui présente UGK dans leur style le plus singulier, quoi. Et vraiment, tout est fantastique dessus. I Left It Wet aussi, incroyable. Et juste, d'ailleurs, t'en as parlé de It's Supposed to Bubble, mais en même temps, parce qu'il joue sur ce truc, encore une fois, de l'argot un peu, parce que, comme t'as dit, c'est un truc un peu sur le champagne, mais en même temps, c'est un truc sur la drogue, avec le côté, le fried, c'est voilà, le joint avec assemblé avec du PCP, voilà. Et ils jouent tout, enfin, ils ont voilà une écriture, je trouve, comme tu as dit, qui est encore meilleure qu'auparavant, et les deux je trouve s'améliorent. Enfin, il y a un gap, je trouve, entre le premier et ce deuxième album qui est assez fantastique, quoi. Et pour moi, album presque parfait, quoi. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, peut-être. Non, c'est... Ouais, j'ai rien à rajouter. Ok. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, mais tu vois, il fait 11 titres, tous les morceaux sont bons, tu vois, donc t'écoutes du début à la fin, t'as l'impression... c'est concis. Voilà, c'est ça. Donc, premier véritable classique
de UGK et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un album qui les met un peu plus en avant parce que je pense qu'il sera au Billboard. Donc voilà, ça montre déjà qu'ils deviennent des plus gros artistes. À partir de ce moment-là, il commence à avoir une vraie reconnaissance. Voilà, c'est ça. Oui. Au-delà même du Sud, tu vois. C'est ça. Donc même si bien évidemment on sait que New York, ils sont toujours un peu réticents. Ils écoutent pas de la musique de Plouc New York. Ils veulent pas alors qu'il faudrait qu'ils le fassent. Mais non. Bon, ça a changé quand même. Maintenant. Ça a changé bien sûr, mais ils sont, par exemple, tu vois, à cette époque, ils sont beaucoup plus aussi écoutés, tu vois, dans la West Side et tout, vu que déjà ils sont potes avec Too Short. Déjà, après, le West, c'est moins difficile à prendre complètement que New York. Puis aussi, il faut se dire que au fond, le West, il a vécu la même chose que le Sud auparavant, tu vois, ils étaient un peu... En quelque sorte. Hein. Voilà. Même si le Sud, c'était beaucoup bien pire, je pense, mais en tout cas, voilà, album qui très très important dans leur carrière, qui les installe de manière encore plus grande. Et tout ça, ça va encore une fois mener 2 ans plus tard à un nouvel album. Entre-temps, bien sûr, ils écument les feats. Hein. Moi, je me rappelle d'un morceau qui s'appelle Player from the South, qui est un classique dans le Sud aussi, avec Master P, les gars de No Limit et tout. C'est un énorme morceau. Donc voilà, ils se rapprochent encore plus des gars du Sud, hein, parce que No Limit, c'est la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, ça montre qu'ils sont vraiment, vraiment en place et que ça devient un groupe vraiment important dans le Sud et dans le rap américain en général. Et voilà, tout ça, ça mène à un nouvel album qui s'appelle Riding Dirty. Je pense que c'est, quand on pense à UGK, je pense que c'est l'album auquel on pense en premier. Il y aura tellement de choses à dire sur cet album. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, Logan, sur cet album complètement classique? Ouais, pour le coup, celui-là, il n'y a pas de débat, quoi. c'est vraiment super, super fort. On va commencer par le début, par l'intro. Ouais. Ça commence par un interlude d'un rappeur qui s'appelle Smokey, avec qui ils ont fait d'ailleurs un feat auparavant, mais il y a même un feat de lui sur... Ah non, non, mais c'est les interludes. C'est les interludes, ouais. Il y avait un feat avec lui, je crois, sur Frontback, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et qui donc est en prison et il fait des interludes au téléphone. Exactement. Voilà. Et je trouve ça direct, ça installe une atmosphère assez sombre, en fait, assez plus mélancolique, en fait. Oui. Je dois marquer la différence par rapport au disque d'avant. Il y avait toujours ce petit relent de mélancolie. Là, c'est sur tout le disque, vraiment, il y a un truc assez triste et presque une sorte de fatalité un peu ensemble. Sur la vie de rue, quoi, la vente de drogue, tout ça. Avec un morceau comme One Day, par exemple, qui ouvre le disque. Exactement. Qui parle des amis perdus. Morceau que Tupac a écouté, qu'il a trouvé incroyable, d'ailleurs. Exactement, toute l'histoire avec Tupac. Scarface avait fait écouter à Tupac, si je me trompe pas. Scarface a fait écouter l'album à Tupac, et Tupac a dit « Putain, mais ce morceau, il est... » Ouais, c'est ça. Il a pété un câble sur le morceau. Ouais, après, là, si on commence à parler des flows, putain, ça devient fort. Hein. Au niveau de Ben B, notamment, sur le morceau Murder, qui est un morceau... classique. Le couplet de Ben B, qui est un... Il faut l'écouter pour le croire. Ouais, vraiment super fort. Je pense d'ailleurs que ce couplet a donné naissance à Thierry. Oui. À mon avis, il a fait une vidéo d'ailleurs où il en parle. Oui, c'est vrai, une vidéo très intéressante. Il parle comme un bourgeois de la rue, c'est incroyable. Oui, mais ça, c'est Thierry. C'est Thierry. On va en parler une autre fois. Après, au niveau de Pimp C, sa voix encore plus aiguë que sur les autres disques. Encore plus de personnalité, en fait. Et je trouve que c'est un peu le moment où les deux ils deviennent plus distincts, en fait, dans leur style. Oui, on parlait d'homogénéité sur le disque précédent. Là, je trouve que les deux sont au top de leur maîtrise, vraiment. Mais on sent vraiment la différence, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'ils sont dans deux registres un peu différents, en fait. Ouais, je vois. Ben B qui est vraiment dans le découpage et Pimp C plus d'un exercice presque de style, un peu avec... où il pousse vraiment les syllabes. Pim, tu vois, il pousse vraiment le truc. Truc très influent, ça aussi, hein, franchement. Ouais, voilà. Après, le disque s'appelle Riding Dirty. Donc là, l'univers de la ride, de la défonce, on est là-dedans. On y est à fond, quoi. Diamonds and Wood, Riding Dirty, le morceau, incroyable. Oh là. Incroyable, quoi. C'est vraiment un album complet, avec des morceaux de différents styles, en vrai. Ils ont réussi quand même à faire un truc qui varie. On se fait pas chier, quoi. Il y a vraiment des trucs de toutes les rythmiques, un peu. Et avec toujours un son reconnaissable, tu vois, avec un certain groove, donc comme on a pu parler... influencé un peu de toute la musique afro-américaine des années 70. Il se fait dégrader à la liste des samples, hein. Il y a les Hailey Brothers
Curtis Mayfield, enfin Ouais. bon, voilà quoi, tu trouves toute l'histoire Exactement. de la musique noire américaine des années 70, tout ça. Voilà quoi, c'est un disque que je trouve assez impressionnant. Ouais. Je trouve qu'ils ont notamment ils ont gagné en simplicité en fait, je trouve. Là où Super Ouais. Tight, on peut avoir la sensation que ça va un peu dans tous les sens au niveau des C'est instruments et vrai. tout. Là, c'est des hits en fait, les morceaux. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas de single hein, sur le disque. Ils ont Non, sorti ouais, zéro ouais. single, zéro Ouais, vidéo, ils ont fait ouais. or, donc ça, déjà chapeau. Mais pourtant, tous les morceaux, t'as l'impression que c'est des hits. Ouais, vraiment. C'est vraiment super fort. Moi, je vais te laisser la parole, mais il me reste Ouais. quelques morceaux quand même dont j'aimerais parler. Je pense une sorte de dualité entre High Life et Good Stuff qui Ouais, s'enchaîne. complètement, ouais. High Life, qui est un morceau qui va être un peu sur la dure réalité quotidienne et justement Carrément. la difficulté d'avoir la High Life, tu Ouais, vois, en ouais. quelque sorte. Exactement. Et puis Good Stuff, qui va être un morceau beaucoup plus relâché ouais, sur les biens Complètement. matériels, tout ça. Voilà, c'est complètement. le plaisir. Voilà quoi, c'est très fort. Ouais. Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi, tu en as très bien parlé. Parce que pour moi, il y a une différence vraiment, je trouve, claire un peu entre Super Tight et Riding Dirty. Parce que là où on disait, où Super Tight, ça représentait un peu toute une journée presque dans le Texas, à Houston, à Port Arthur. Riding Dirty, pour moi, c'est la soirée. C'est une soirée entière dans le Texas, en fait. Et il y a ce côté vraiment où... tu parlais de morceau One Day, mais qui est classique, hein, enfin, qui est un morceau incroyable. Franchement, on pourrait en parler des heures. Il y a trop, enfin, les 3 couplets sur ce morceau, franchement, ils sont vraiment touchants, je trouve. C'est assez fantastique. Et commencer un disque par ça, ça met directement l'ambiance parce que il y a vraiment il y a vraiment un côté extrêmement triste en fait dans tout le disque. Enfin triste, pas forcément fataliste ou quoi que ce soit, mais en tout cas quelque chose de très de très prenant et de très encore une fois, tu vois, le côté mature dont on parlait auparavant, je le trouve encore mieux, encore plus visible maintenant sur ce disque-là. Un morceau comme High Life, les couplets de Bumby et de Pimp C sont, encore une fois, ils sont vraiment extrêmement touchants, je trouve, et extrêmement réels en fait. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important, c'est que l'album il parle pas que de ça en fait. Il y a un morceau, je pense, un morceau moi qui m'avait tué la première fois que je l'avais écouté, c'était Fuck My Car. Il y a ce côté encore là qui joue, même dans le morceau Touched aussi, il y a un couplet de Pimp C où il dit des atrocités pas possibles, c'est n'importe quoi. Et je trouve vraiment leur style. Surtout ce disque, c'est assez fantastique. Quoi. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas un morceau que je jette. Tu as parlé de Diamonds and Wood, qui est un classique aussi, morceau vraiment, vraiment exceptionnel. Free in the Morning aussi. Tout est tellement calibré, tout est tellement bien ficelé qu'il n'y a rien à jeter. Et pour moi, voilà, c'est l'album vraiment, c'est le sommet de toute la carrière du UGK, pour moi en tout cas. Et je trouve qu'il y a vraiment tout dedans en fait. Tout ce qui est bien chez UGK, ça se trouve sur Radiant Dirty. Si t'as besoin d'écouter un album de UGK, si t'as envie de découvrir, t'écoutes celui-là. Non, c'est clair. Donc, c'est assez sur ce disque où il commence à plus parler de Lynn maintenant que j'y pense. Ouais, c'est vrai, complètement. Parce que c'est important, et ça j'avais vu d'ailleurs Bun B qui en parlait, je sais plus dans quoi, mais il en parlait en tout cas, que la photo de couverture de l'album, enfin la cover, elle a été prise dans une voiture devant chez DJ Screw. Ah bah oui. Voilà, donc Ouais. parce qu'on peut en parler peut-être déjà maintenant, mais l'affiliation avec DJ Screw elle est très importante. DJ Screw va remixer beaucoup de morceaux du UGK, je sais pas, je pense à Tell Me Something Good, Short Texas aussi, un remix de One Day aussi, bon, qui est pas ouf, mais voilà. Donc ils ont été très proches à un moment, et DJ Screw ça a été quelqu'un de très important dans la carrière du UGK aussi, notamment dans le côté south de Houston, parce que Houston c'est un peu divisé en deux, hein, il y a le côté sud et le côté nord. Et donc voilà, il y a déjà cette affiliation, et tu parles de Lynn, voilà, c'est présent déjà là, donc et de manière assez triste, on le retrouvera chez DJ Screw qui va décéder en 2000, mais en tout cas, t'as raison de parler de ça parce que c'est quand même important.
Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce disque? Non, après, on peut en complètement parler longtemps, mais il y a d'autres disques. Ouais, c'est sûr. Mais c'est clair, s'il y en a un par lequel il faut commencer, je pense que c'est celui-là, ça me paraît être une bonne porte d'entrée. Ouais. Et t'as raison, tout à l'heure, tu parlais de Murder, mais... Pinky Ring, enfin voilà, on peut citer tous les morceaux. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, tous les morceaux tout le truc de Pimp, de Pimp C, là, c'est au top. Et même Bumby, je trouve, en vrai, il commence à devenir un... c'était déjà un très bon rappeur auparavant, je dis pas. Mais là, je trouve, franchement, il atteint un niveau qui est assez phénoménal. C'est le truc le plus simple, hein, tu t'en parlais tout à l'heure, mais son couplet sur Murder, c'est un traumatisme. Franchement, on peut même pas, je pense, en parler avec les mots. Faut l'écouter pour le comprendre. mais c'est tous les morceaux, vraiment, il a des gros couplets. Ouais, vraiment. Je pense à Good Stuff. Ouais, très chaud. Riding Dirty aussi et tout. Enfin, faut aussi qu'à la production, ça change un petit peu. Oui. C'est plus Pimp C. Enfin, Pimp C est présent, mais Enojo aussi très important. Très important, ouais. Beaucoup de morceaux. Exactement. Et encore une fois, tu vois, il y a Fluitsu, voilà, c'est vraiment leur équipe à eux, donc il y a vraiment ce côté-là, on fait tout par nous-mêmes, on s'organise par nous-mêmes, encore une fois, qui est très présent. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, sur cette première partie de carrière de UGK, en tout cas, ils ont quand même très peu de feats avec des artistes qui ne viennent pas de Houston ou du Texas, quoi. Grave. J'ai même pas d'exemple. Il y a certains morceaux qui sont sortis, qui sortent notamment avec des gens de No Limit. Oui, mais c'est pas sur leur album à eux. Non, c'est ça, tu vois, des morceaux avec Too Short. C'est vrai que c'était vrai. Et pourtant, Jive... Jive, ils auraient pu faire des featuring intéressants. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, ils ont une certaine sensibilité pour tout ce qui est soul, et Jive, qui a un label quand même très R&B. Ouais. C'est vrai. Donc ils auraient pu faire des gros feats, mais bon, c'est clair. Ils ont préféré rester avec leurs potes de Houston. Voilà. Donc c'est quand même fou quand j'y pense, parce que le début de leur carrière elle est presque parfaite, quoi, quand tu t'écoutes. Enfin, presque parfaite. Il y a bien sûr le premier album, mais moi que j'aime beaucoup, mais t'écoutes Super Tight et Riding Dirty. Là, ils ont de gros disques, quoi. Ah ouais, là ça commence à devenir un groupe extrêmement sérieux. Et même tellement sérieux qu'ils vont faire un morceau avec Jay-Z, d'ailleurs. Je sais pas si on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant, parce que tu parlais des feats. Pour le coup, c'est un feat très important, celui-là. Exactement. Pour contextualiser un peu, parce que cet album-là, Riding Dirty, sort donc en 96. Entre-temps, ils vont écumer les feats. On pourrait en citer des centaines et des centaines. Voilà, on en a parlé, des morceaux avec Master P, des morceaux avec Too Short, des morceaux avec, j'en sais rien, C-Murder, Scarface. Donc voilà, ils préparent un peu le terrain, et l'année vraiment où ils vont, je pense qu'ils vont vraiment exploser internationalement et mondialement même, c'est l'année 2000. Tu parles, 99-2000, parce que tu parles du morceau avec Jay-Z, Bing Pimpin, qui est sur le volume 3 de Jay-Z. Qui s'appelle volume 3, moi j'ai oublié le titre. Life of Sean Carter. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ou c'est, bref, peu importe, le volume 3 de Jay-Z, son 4ème album du coup. On connaît Jay-Z, hein, un peu le côté, pas vampiriseur, mais quand il voit quelque chose marche, il ramène un peu businessman. Voilà, businessman. Et à cette époque-là, à ce moment-là, UGK, ça commence à devenir très très gros. Et pour raconter un peu l'histoire du morceau, parce qu'elle est assez marrante, l'histoire, parce que Jay-Z au début les invite sur un morceau, et Bumby était chaud pour faire le morceau. Pimp n'était pas du tout chaud pour faire un morceau, parce qu'il avait ce côté, c'est ce que Bumby raconte, mais il avait ce côté, comment on va me percevoir, tu vois, à ce moment-là, parce que Jay-Z c'est l'artiste le plus gros qui existe dans le rap. Voilà, il a sorti Hard Knock Life, qui a tout pété. Donc c'était vraiment le mec, la star du rap à ce moment-là. Donc, et Pimp C, il était en mode, mais si je fais un feat avec Jay-Z, on va penser que je suis un peu un vendu. Je vais pas faire un feat avec Jay-Z. Donc il avait ce côté-là en mode, comment on va me percevoir. Et encore une fois, le côté vraiment Pimp C, voilà, je suis un mec du Sud. Et entre guillemets, c'est un peu Bumby qui a chauffé Pimp C pour vraiment faire le morceau. Et au départ, d'ailleurs, c'est encore une anecdote un peu marrante, mais Pimp C détestait la prod. Sérieux ? Il aimait pas du tout la prod de Timbo.
Il disait mais ça c'est quoi ce morceau, c'est de la pop, c'est pas moi ça, tu vois. Ouais. Donc il était pas chaud du tout pour faire le morceau. Bah, c'est vrai que ça ressemble pas à une prod de UGK. Bah, complètement. Et ils vont faire ce morceau très important, enfin, extrêmement important pour UGK, mais aussi pour Jay-Z. Ça va être un hit immense. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Pimp C en fait fait juste un 8 mesures, parce qu'il était en mode je te donne un 8 mesures. Et ils sont déjà contents. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, c'est un fou quand même. Ouais. Et Bumby il raconte, il dit voilà, il a fait un 8 mesures, mais il a mis tout dedans de ce qui était South, pardon, et son personnage, tu vois. Moi, je suis un pimp, je viens du sud. Je te balance, tu vois, smoking up, pouring up et tout, tu vois. Il est vraiment dans son personnage. Et Bumby il raconte, il dit c'est un peu marrant parce que lui, il a fait un petit couplet. Moi, j'étais obligé de faire un long couplet pour tout compenser. Donc, donc, ils font ce morceau très important pour Jay-Z. Donc, le clip sortira donc en 2000. C'est pour ça que j'ai dit en 2000, vraiment leur année qui pète, parce qu'il y aura un clip assez légendaire avec Pimp C aussi qui veut pas aller. Qui veut pas suivre Bumby et Jay-Z, je sais plus où. Enfin, il devait filmer. Il a dit non, je reste dans le sud. Et finalement, il a filmé, je crois, au Miami, lui. Enfin, il a filmé. Il a filmé dans un endroit différent que de Bumby et Jay-Z, pardon, j'ai eu du mal. Donc, morceau qui va devenir un vrai hit. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, en tout cas, c'est ce qui se raconte, que UGK est vraiment accepté par New York aussi. Bah oui, ouais. Tu vois, donc... Bah, c'est énorme pour eux de faire un feat. Bah, Jay-Z, c'est le mec le plus important de New York à ce moment-là. C'est clair. Avec DMX, quoi, mais en gros... Ouais, avec DMX à cette époque, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais, ce que tu racontes sur Bun B et Pimp C, là, comme quoi Bun B voulait faire le feat et pas MC, ça me fait penser à une anecdote que Pimp C racontait en interview, en fait, c'est que quand ils étaient tous les deux à l'école, Bun B était en quelque sorte le bon élève et lui le mauvais élève, tu vois. Et qu'en gros, puis c'était Bun B qui forçait Pimp C à faire ses devoirs. Ok. Et qu'il a forcé Pimp C à faire ses devoirs, et que l'année, parce que Bun B, je crois, avait un an de plus, un truc comme ça, l'année où Bun B s'est barré, il a foiré ses études. Voilà. Heureusement que Bun B est là quand même, sinon on n'aurait pas eu Big Pimpin. On n'aurait pas eu Big Pimpin, mais qui est un énorme morceau, vraiment. Qui est un classique. Qui est un classique vraiment exceptionnel. Tu vois, c'est marrant que tu te dis ça, parce qu'il y a ce côté-là, on le ressent. Il y a ce côté-là, on sent qu'il y en a un qui est un peu plus sage que l'autre. Les deux sont très durs, hein, faut pas le croire, mais Pimp C, il a ce côté un peu en mode je vais jamais déroger à mes valeurs, c'est fini, tu vois. Donc c'est marrant que tu dis ça, parce que ça rentre complètement là-dedans. Et d'ailleurs, je disais que voilà, UGK, ça devient encore plus gros. Enfin, ils sont vraiment acceptés par New York, mais enfin, il faut quand même aussi dire que le morceau a aussi servi à Jay-Z aussi, il faut se le dire, parce qu'il y a pas mal de gens du Sud aussi qui disent que c'est vraiment aussi grâce à ce morceau-là que Jay-Z a pris encore plus en popularité dans le Sud. Donc voilà, il y a ce côté échange entre les deux. Donc échange de bons procédés. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi un autre morceau important qui sort en 2000, parce qu'il faut aussi en parler, qui est aussi un énorme hit exceptionnel. C'est le morceau Sippin' on Some Syrup avec la 36 Mafia et Project Pat, qui sort aussi en 2000, donc qui est un morceau fantastique, extraordinaire, avec Pimp C qui dit la fameuse phrase A pimp not a simp. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu le mot simp de ma vie. Ouais, peut-être. Donc morceau incroyable aussi, qui sera entre deux artistes du Sud, énorme à cette époque-là. 36, ils sont vraiment immenses. UGK aussi, qui commence vraiment. Et il y avait d'ailleurs à cette époque-là, c'était même pas des rumeurs, mais c'était en tout cas, il y avait la volonté de même faire un groupe qui s'appelait Underground Mafia, qui devait réunir 36 et voilà, et ça s'est pas fait. Bun B raconte d'ailleurs que finalement, il y a que ce morceau-là et un autre morceau qui sera sur Dirty Money, qu'ils ont fait un peu à deux et tout, enfin entre les deux groupes. Mais c'est dommage quand tu te dis, imagine si ça aurait existé, ça aurait été complètement dingue. C'est difficile à imaginer tellement c'était deux groupes énormes, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. C'est un peu comme si tu disais, tiens, Wu-Tang va faire un album avec Mobb Deep. Ouais, c'est clair. C'est difficile à imaginer. Mais ça aurait été quand même dingue, parce que tu te dis, il y aurait eu DJ Paul et Pimp C, Juicy J, tous à la production, ça aurait été assez dingue, quoi. J'ai du mal à imaginer ce que ça aurait donné. Ça aurait été assez intéressant. Ouais, complètement. Mais ça aurait été assez intéressant de voir ça. Donc voilà, l'année 2000 qui est très importante pour UGK, enfin 99-2000, qui les expose un peu internationalement, mondialement. Ils deviennent un groupe assez énorme, franchement, à cette période-là.
et tout ça va être suivi, en tout cas. Le truc, c'est que quand tu deviens gros à ce moment-là, c'est que il faut, entre guillemets, performer derrière, quoi. Il faut sortir un album qui suit, il faut il faut sortir quelque chose, et c'est ce qu'ils vont faire en 2001, du coup, avec un nouvel album qui sort encore une fois chez Jive, qui s'appelle Dirty Money. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi, de ce nouvel album, de ce 4e album de nos amis Pimp C et Bun B? Ouais, donc c'est quand même un retour après 5 ans d'absence, Ouais. entre Riding Dirty et Dirty Money, même s'il y a eu des feats, comme tu l'as dit. Ouais. Bon, si je dois être honnête, c'est un album que je trouve assez décevant. Ouais. C'est un peu l'album, un peu le point noir, je trouve, dans la carrière de UGK, même si c'est pas une daube, faut pas déconner. Non. Mais notamment au niveau des productions, je suis assez déçu, quoi. Même de la part d'une équipe qui pourtant avait été gagnante sur Riding Dirty, donc notre Joe Pimp C. Je trouve que quand même c'est un peu par moments difficile. Je trouve qu'il peine un peu à s'adapter au nouveau son du Sud, en fait, qui est plus agressif, plus lourd. On sent qu'il y a une volonté d'aller vers des morceaux un peu plus banger, entre guillemets. Complètement. Je pense à Chopping Blades, Gold Grill, Holding Nash, si je ne me trompe pas aussi. Enfin voilà, quoi, dans des morceaux un peu dans cet esprit-là. Voilà, où je trouve que les instrus, elles sont assez lourdingues et pas à la hauteur. C'est aussi une période compliquée, parce que c'est une période un peu de transition dans le sud du Sud. Dans le son du Sud, on n'est pas encore à la trappe, mais on y arrive lentement. Le feat avec 3-6, justement, dont tu as parlé tout à l'heure, je le trouve assez décevant. Avec Pimp, ouais, moi aussi. Je le trouve assez décevant. Pas que ce soit un spécialement mauvais morceau, mais enfin, par rapport au standard des deux groupes, quoi, tu penses à Sippin' on Some Syrup, qui est un morceau classique, là. Je le trouve assez oubliable, quand même, like a Pimp. Ouais, complètement. Après, pour moi, le meilleur morceau du disque, c'est End of the Beach, avec Devin the Dude, mais il est censuré, donc ça c'est super. Pour ses textes sexistes. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu... Dans ce cas-là, tu peux censurer tout le disque, enfin, tu peux censurer beaucoup de choses. Tu peux censurer toute leur carrière, je pense. Ouais, pas que la leur. Mais oui. Bon, je trouvais ça un peu débile, quoi. Surtout que ça gâche le morceau, quoi. Voilà, quoi. En fait, globalement, les morceaux que je retiens, c'est des morceaux qui sont dans un style qu'ils avaient déjà avant, quoi. Oui. Style assez lent, tu vois. Je pense à Woodwill, par exemple. Complètement, Morceau Dirty Money, morceau éponyme. Et Woodwill qui est un bonus track et tout, donc voilà. Moi j'aime beaucoup Woodwill, vraiment, c'est très c'est chaud. Cool. Après il y a Take It Off aussi, que je trouve sympa. Sympa, ouais. Donc voilà, bon disque, mais pas bon disque, parce que voilà, en majorité, il y a des morceaux que j'aime, mais très clairement loin de ce qu'ils ont fait avant, je trouve. Complètement. Je le trouve même moins bien que le premier, je pense. Ouais, complètement. C'est vrai que tu as raison de dire c'est un peu le chat noir dans toute leur discographie, parce qu'il est souvent considéré comme le plus mauvais album de UGK. Et personnellement, je pense que ça a raison, parce qu'il y a ce côté, tu parlais au niveau de la production. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Il y a d'autres gens, bien sûr, qui le disent, mais il y a ce côté où tu as l'impression qu'ils veulent faire une continuation presque de Bing Pin Pin, en tout cas dans la formule. Voilà, un morceau club, party. Et je trouve le côté un peu, comme on a déjà dit auparavant, le côté un peu mature et conscient dans leur rap, dans leur texte, je le trouve un peu perdu sur ce disque, personnellement. Et c'est pour ça que du coup je suis vraiment moins dedans. Même si, comme tu as dit, il y a certains morceaux que j'aime bien, mais encore une fois, moi c'est un disque que j'écoute assez peu, que je trouve assez assez plat, en fait. C'est ça le truc que j'ai avec ce disque. Et il y a beaucoup de feats sur le disque. T'as raison de parler du morceau avec la 3-6. Moi je trouve c'est vraiment un échec, je le trouve vraiment pas réussi. Il y a des morceaux, même le morceau avec Too Short. C'est décevant. Ouais, voilà. Même le morceau avec 8 Ball et MJG, pareil, très décevant, c'est ça. Alors que pourtant, tu vois, tu te dis. Des morceaux que t'attends, quoi. Voilà, exactement. Dommage. Donc c'est un peu dommage de voir ça, et voilà. C'est un album assez linéaire et assez plat, quoi, et que j'avoue que je réécoute vraiment peu. Ça doit être le disque que j'écoute le moins de toute leur carrière, enfin de toute leur discographie, pardon. Donc moi je garde pas énormément de morceaux, parce que à part Woodwill et même Take It Off, j'avoue c'est plutôt pas mal, parce qu'en me le réécoutant, j'avais presque oublié ce morceau, en fait, et je l'ai trouvé assez sympathique. Mais comme t'as dit, c'est des morceaux, en fait, qui sont déjà faits auparavant, en fait, et parfois en mieux, et c'est un peu des redites, mais ça reste des morceaux assez sympas.
Et voilà, je pense que c'est un album un peu oubliable, je pense, dans leur carrière. Et c'est dommage parce qu'ils devaient un peu... Ça arrive à un moment où il ne devrait pas être oubliable. Voilà, c'est exactement. Et en plus, l'album, ça sera un peu un flop entre gros guillemets parce que l'album, il n'est pas non plus fantastique. Donc c'est dommage, ils n'ont pas réussi un peu à, euh, à poursuivre un peu le succès qu'il y a eu à Big Pink Pin, même les autres feats qu'ils ont fait auparavant. Donc c'est un peu dommage avec ce disque-là. C'est vraiment la marche ratée, quoi. Et, mais après, ça n'empêche pas qu'il y a quelques morceaux voilà, qui restent et qui sont quand même intéressants. Si tu as quelque chose à rajouter sur ce disque. On va pas en parler 10 heures. Ouais, ouais Vaut mieux pas. Je pense que c'est l'album le... Personnellement, je trouve que c'est l'album le moins intéressant qu'ils aient pu faire dans leur carrière. Oui, je suis d'accord. Donc, mais il faut quand même l'écouter parce que c'est pas non plus genre. C'est pas une daube. Non, voilà, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas non plus mauvais. Mais niveau j'ai critiqué surtout les instruments. Voilà, niveau de la production, je suis complètement d'accord avec toi. Flow, ça reste correct. Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Déconner. Bien sûr. Mais bon, voilà, si y a un album un peu dispensable dans leur discographie, je pense que ça serait celui-là. Donc voilà. Et après cette période un peu voilà en 2001, il y a une période plus compliquée qui s'annonce un peu parce que notamment en raison de problèmes judiciaires en fait, parce que c'est à cette période-là, c'est en 2002 il me semble que fin 2002. Ouais. Voilà, fin 2002 que Pimp C viole son sursis en fait, et donc pas en prison. Il devait, pour attaque à l'arme à feu. Voilà, si je me trompe exactement, pas. exactement. Il devait, au début, il devait prendre 8 ans. En tout cas, c'est ce qui s'était dit au départ. Il devait prendre vraiment une longue peine. Mais donc voilà, il se retrouve en prison et ça laisse donc Bun B un peu tout seul, pas complètement tout seul en fait. Et c'est important un peu de parler de cette période-là parce que c'est un peu la période voilà où Bun B construit sa carrière solo et on le verra aussi, mais Pimp C aussi. Mais il le construit d'une manière assez intéressante parce qu'il change complètement de label en fait. Le truc c'est que lorsque Pimp C va en prison, Bun B doit bien vivre, donc il doit vivre de sa vie d'artiste, donc il veut faire un album solo. Le problème c'est que Jive ne veut pas de Bun B, il pensait qu'il n'avait pas les capacités de faire un solo. Voilà, c'est ça. En tout cas d'avoir autant de succès, parce que faut le dire, voilà, il y avait beaucoup de gens qui misaient plus sur Pimp C entre guillemets que sur Bun B à cette époque-là. Donc malheureusement, Bun B va un peu chercher autre part où faire son album solo, et il va trouver refuge chez Rappelotte en fait, chez J Prince. Voilà, on parlait des Ghetto Boys, et voilà, c'est un label légendaire de Houston parce que J Prince il suit UGK depuis depuis le début de leur carrière. Et au départ, ils voulaient les signer, mais bon, ils étaient déjà chez Jive, donc voilà, ils n'avaient pas pu. Et donc ils signent chez Rappelotte en tant qu'artiste solo. Et c'est comme ça en fait qu'il va commencer à sortir ses disques solo, et notamment son premier qui sort en 2005, si ma mémoire est bonne. Et parce qu'il faut un peu auparavant de ça, il fait aussi énormément de feats. Donc voilà, il se met vraiment présent en tant qu'artiste solo. Et voilà, il sort son premier album dont on va pas parler très longtemps, mais c'est un album très important. C'est un album très important quand même. Hein. Ouais. Trill, ouais, exact. On n'a pas parlé de ce mot d'ailleurs qui a été Trill, inventé par UGK. Ouais, il me semble que c'est un mot un peu d'argot du sud, quoi, voilà, qui a été popularisé, on va dire. Voilà, par mélange de true et de real. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est un super album, Trill, quand même. Pour moi, c'est un classique. Pour moi aussi, ouais. C'est plus violent quand même, je dirais, que les standards carrément. de UGK avec pour le coup on parle un peu de la transition du son sud de l'époque. Là je trouve qu'elle a réussi sur ce disque, et d'ailleurs bon, on va pas en parler 10 ans, hein, mais Pimp C quand il sortira de prison dirait que pour lui Trill c'est un album de UGK. Ok. Et il dira pas la même chose de ses albums solo de lui, c'est intéressant. Mais... Ah d'accord, ok.
C'est intéressant ça. Et Ok. pour lui le disque qu'il a sorti en ce temps de prison, dont on va parler, c'est Non, pas, non, il dit c'est plus une compilation, un truc comme ça, mais Thrill c'est vraiment pour lui D'accord. un disque de Ok, Luigi, je quoi. vois. Ok. Et bah, tu parles de Pimp C, c'est important, mais comme on l'a dit, à cette période, il est en prison. Et Jay Prince, bien évidemment, aussi va chercher un peu à prendre Pimp C aussi en tant qu'artiste solo, hein, parce que Jive, tout ce qu'ils veulent, c'est un album de UGK. Ils veulent pas les albums. Ils pensent pas non plus que les albums solo, ça les intéresse pas. Et il va aussi réussir à prendre Pimp C, hein, sous son label. Et Pimp C aussi, comme tu as dit, va sortir des albums, et notamment un qui sortira quand il sera en prison, qui s'appelle The Sweet Jones Story, c'est ça? The Sweet James Jones Story. Voilà, c'est James ça. Jones, c'était son surnom, Voilà, exactement. son personnage en fait. Exactement. Donc il sort un peu cet album Ouais. quand il est en prison, qui Que- est en fait un album de... C'est des morceaux qui ont été enregistrés avant. Voilà, c'est Les ça. Rapalotes, les compiles, voilà. Exactement. Bon, ça a été fait avec l'autorisation, tout ça, enfin. Exactement. J'imagine en tout cas, parce qu'il Oui. n'y a pas eu de Voilà, c'est ça. problème à ce niveau-là, quoi. Voilà. Moi j'aime bien ce Desire, hein. Je le Ouais, je le trouve vraiment cool, Ouais. très soul, laid back et tout. Ouais. Je trouve vraiment Très cool. belle Ouais, ouais, qualité, quoi. Ouais. Et c'est intéressant, hein, de voir quand même que c'est des morceaux qui ont été conçus avant vraiment qu'ils tombent, donc, Ouais. et qui sonnent extrêmement bien. Et voilà, les deux, Bun B et Pimp C signent chez Rappelote en tant qu'artiste solo. Et on ne parlera pas de leur carrière solo, notamment celle de Bun B en détail, mais elle est très intéressante parce qu'il a sorti, je crois, 5-6 albums chez Rappelote. Il a une vraie carrière, hein, chez Rappelote. Ouais, il a une vraie carrière solo, Bunny, Ouais, hein. complètement. Il a sorti, on peut en parler vite fait pour citer, mais il a sorti notamment la trilogie, là, Thrill, To Thrill et Trilogy. Et Trilogy de Epilogue. Voilà, Il y en c'est a ça. 4 même. Il y en a Ouais. 4, voilà, tu vois. Donc vraiment, il a une vraie carrière chez Rappelote, hein. C'est un gros artiste. Mais enfin, tout ça, Et, c'est quand même longtemps après, là où on est. Ouais, bien sûr. Entre guillemets, Bien quoi. sûr. C'est même dans les années 2010. tout ça. Ouais, bien sûr. Et donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette période, vu que Pimp C et tout, il est en prison, Bun B lance le fameux mouvement Free Pimp C, qui sera très important. Voilà, il va faire des t-shirts, il va même dire à des gens dans tous les morceaux de mecs du Sud de dire Free Pimp C dans leurs Ouais. morceaux. Même des manifestations, hein. Ouais, il y a des, voilà. des images que vous pouvez trouver Exactement. avec les t-shirts et tout. Exactement, ça montre vraiment qu'il est aimé, que Ouais, Pimp ça, C est aimé. c'était assez fou, hein, Et quand Bun tu B, penses. je trouve ça assez beau de voir ça parce qu'il attend vraiment son frère, tu vois, et je trouve ça assez beau de voir ça. Et notamment, il rajoutera un morceau, sur son premier album qui est Thrill, il y aura un morceau qui s'appelle Get Front où il y a Pimp C dessus. Et parce que c'est important de le dire, mais Pimp C, donc il sort, finalement il fait pas 8 ans en fait. Il sort en 2006. Il sort en 2006, tu vois. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est ils vont faire le clip de Get Front. Je vous conseille de le regarder parce que le début, il y a tout le monde un peu qui est euphorique, qui est en mode notre gars Pimp C est sorti, et ils font ce clip-là qui est assez fantastique, et avec, je crois, il y a Jeezy Il y a dessus. Jay-Z, mais je sais pas, il est pas dans le clip Jay-Z. Non. Mais il est dans le morceau. Voilà, c'est ça, il est sur le morceau. Il y a Zero qui fait le refrain incroyable, et un morceau excellent. Et voilà, Pimp C sort fraîchement de prison, donc comme tu l'as dit, en 2006. Et il sortira donc un album solo qui s'appelle Pimpolation, qui sort aussi en 2006 en fait. Pimpolation, ça sort en 2006. Ouais. Voilà, Juste après la sortie de prison. exactement. Et Album solo, le deuxième du coup. Ouais. De Pimp C. si tu as quelque chose à dire peut-être sur cet album. Pas grand chose, mais enfin c'est cool quoi. Comme, Ouais. comme le premier avec des sonorités, je dirais, plus modernes cette fois quand même. Ouais. Très bon quoi. Mais il y a. Bon, c'est pas non plus la folie quoi. Je trouve qu'il y a un moment, il y a un peu un creux dans le milieu du disque. Et beaucoup de feats. On sentait vraiment Oui. que tout le Sud était derrière lui pour le soutenir à ce moment-là. Ouais. Et peut-être un peu trop pour la qualité du disque d'ailleurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À mon avis, quoi, ça fait. Effectivement, je comprends pourquoi Pimp C dit que c'était un peu plus une compilation. Ouais. Et Au final, quoi. Et en fait, c'est. Déjà, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu préfères les albums de Bun B ou les albums de Pimp C? Alors. Solo, hein, du coup. J'ai pas écouté tous les Bun B.
Ouais, bien Je sûr. vais être Non, en tout honnête. cas, ceux que tu as. De ceux que j'ai Par, écoutés, par rapport à Trill, je dirais Bun B parce qu'il y a Trill et que Trill c'est vraiment Trill, très, c'est vraiment très bien, ouais. Mais Pimp C, les deux albums, je kiffe vraiment. Il y a quand même des gros Ils morceaux. sont assez, ouais. Franchement, ça peut se taper. Hein. Il y a quand même Ouais. du lourd. Mais Bun B, bah, il en a une plus longue. C'est Il a une plus longue carrière, c'est bien aussi sûr, injuste c'est ça. parce qu'il a une plus C'est longue ça. carrière. Mais ce que je voulais solo. dire, c'est les premiers, tu vois. Si par rapport à Trill et Pimpolation et le premier. Ah, par rapport tu au vois, c'est premier. ça, Par rapport au premier. Ah, c'est dur parce que le deuxième de Bun B, je suis pas comme un fou. Ouais. Mais allez, il y a Trill, donc je dirais Bun B. Ouais. Et toi? Ok. Moi, je préfère aussi les albums de Bun B. Je vais dire la vérité. Moi, surtout, en fait, le premier Trill de Bun B, voilà, je c'est ce trouve vraiment. disque-là surtout. Il est Mais exceptionnel. allez écouter quand même les solos de Pimp C, il y a Bien des sûr. morceaux très cool, Ouais. vraiment. Hein. Ouais. Le morceau, franchement, il y a même un morceau qui est important, même dans Pimpolation, qui est Knocking Doors. Oui, Knocking Doors, Où- non, ouais, ouais, voilà. ça tue, ça Où tue, en ça fait, tue. il parle un peu de. Parce que quand Pimp C sort de prison, il dit ouais, j'ai entendu toutes les histoires qu'il y a eu à Houston. J'en sais rien. Toi, t'es énervé avec lui. Vas-y, venez. On parle tous ensemble. On réconcilie tout le monde. On unifie Houston. Et il cite vraiment les noms dans le morceau. C'est assez ouf et tout. Il se pose vraiment en mode médiateur. Et Morceau I'm Free aussi. I'm Free, ouais, Important, qui est ouf. Et Pouring Up aussi, qui est. Pouring Up qui a été ouais. single, je crois. Exactement. Qu'il a envoyé. Et qui reprend d'ailleurs son début de couplet dans Big Pimpin, dans le refrain et tout. Ouais, Gros c'est morceau. vrai. Donc ouais, on vous conseille vraiment d'aller écouter les albums solo de nos deux. Ouais. De nos deux. Et pour oui. terminer un peu par rapport à cette période-là de sortie de prison, tout ça, Ouais. je pense qu'il y a aussi un morceau qui est assez important, à mon avis, par rapport au niveau du succès, un peu gros succès qu'ils ont eu au moment de la sortie de Pimp C, c'est le morceau avec T.I. aussi. Oui, j'avais oublié de le citer. Qui est sorti en 2006, donc quand il sort de prison, qui est clippé. Qui Exactement. s'appelle Front Back, qui est un remix en quelque sorte du morceau de Super Tight qui s'appelait Front Back Side to Side. En gros, c'est Manny Fresh qui change un peu l'instru. Exactement, et qui rejoue un peu. T.I. il fait un couplet de fou. Bah, c'est l'époque où T.I. est vraiment. C'est l'époque où T.I. il est au sommet et il ramène ses parents en fait. Ouais, complètement. Sur le morceau, et le morceau est vraiment très très cool. Ouais, complètement. Putain, t'as bien raison de le rappeler. Ça a bien marché ça en plus. Ouais, en plus. Je crois. Puis c'est un morceau vraiment important aussi parce que je trouve ça vraiment cool. L'héritage quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et le morceau tue vraiment, il est incroyable. Et tout ça un peu prépare, parce qu'on, bien sûr, on aime beaucoup les albums solo, mais je pense que la plupart des gens attendent un album de UGK. Et cet album arrive donc en août 2007. Le légendaire double album de UGK Underground Kings, qui est éponyme, hein, voilà, qui s'appelle comme eux. Et qu'est-ce que tu as à dire sur cet album complètement gargantuesque? Alors le double album, c'est un morceau quand même celui-là. Hein. Ouais, ça pour le coup. Ouais. Je trouve que, comme on l'a dit, en fait, ça marque le comeback de UGK. Ouais. Moi j'adore ce disque. Je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, c'est un classique du rap américain. Ouais. C'est un des rares excellents double CD du rap US. Ouais. Il n'y en a vraiment pas énormément, en tout cas dans ceux que je connais du rap mainstream, en tout cas, voilà. Je le trouve immaculé ce disque, du début à la fin, sans défaut, quoi. En part, si on compte pas les bonus tracks qui sont pas folles, je trouve que le reste c'est hyper solide, avec des morceaux de styles différents, donc tu vas avoir des bangers, donc très adaptés au son du sud de l'époque, comme Like That par exemple, qui est produit par Lil Jon. Tu vas avoir des morceaux plus mélodieux, plus lents, tu vois. Je pense à un morceau comme Create in the South. Ouais. Morceau incroyable. Qui est très important, on va dire, pour UGK, et qui exprime très bien le ressenti du groupe, et notamment de Pimp C vis-à-vis, entre guillemets, des critiques du Sud. Notamment des mecs de l'East Coast, New York, voilà. New York. Et d'ailleurs, il met une petite gif comme ça au type de New York. Il a dit ça a été inventé chez vous le rap. Ensuite, ils l'ont emmené sur la West Coast, ils l'ont rendu un peu mieux. C'est devenu un peu meilleur. Et maintenant, on le prend nous, on va encore faire mieux, tu vois. Donc c'est un morceau que je trouve très cool avec Charlie Wilson, si je ne me trompe pas, qui est au refrain. Ça. Excellent. Et les refrains, de toute façon, sur ce disque sont incroyables. Ouais. Et on n'en a pas assez parlé, mais Pimp C fait beaucoup de refrains. Très bon chanteur aussi. Ouais, très bon je le trouve excellent, très ouais. influencé soul et tout. Ouais. On n'en parle pas parce qu'on s'imagine même pas. Parfois, moi, j'ai entendu des refrains de Pimp C, je pensais pas que c'était lui. Ouais. Parce qu'il change de voix, il est très fort là-dessus. C'est ouf. Donc, Create in the Sauce, morceau très, très important. Et
Et qui est pas un morceau de rageux, tu vois, qui est pas un morceau de Non. rageux, mais qui explique juste respectez-nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Pimp C, si on regarde l'interview, a même fait par moments des concessions un peu. Je me souviens, il était passé à Rap City à l'époque, Ouais. la sortie de ce disque, et il avait dit oui, c'est vrai que parfois, Rap du Sud, c'est pas le meilleur lyriciste ou je sais pas quoi et tout. Mais l'important, c'est qu'il fait la meilleure musique. Ouais. Il disait ça, tu vois. Ouais, genre. Et il dit des mecs nuls, il y en a partout, tu vois. Bah Donc, au final, il a bien résumé le débat. le truc, tu vois. Ouais. Après, on peut pas passer à côté d'un morceau. Ouais. International Players Anthem Avec Outkast. Outkast, donc qui est le plus gros groupe du Sud à ce moment-là, peut-être. Ouais. Il y a débat. Produit Qui sont déjà un peu, vu qu'ils ils ont déjà sorti tout leur gros disque, ils ont déjà fini un à peu... ce moment-là Ouais, pour leur carrière, mais enfin, ça reste énorme. Ouais. Produit par Six Mafia, encore un autre groupe, donc c'est en fait, les super-héros. C'est un morceau au départ qui était de Project Pat, en fait. L'instru vient d'un morceau de Project Pat. Ah oui, c'est vrai. Et que Pimp C a entendu avec le sample Choose You. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'était un morceau de Project Pat à la base, et même tu mates le clip du morceau qui est sorti, il y a des types de tout le Sud quoi, qui sont là, il y a une sorte de mariage en fait. Ouais. Il y a tous les gens du Sud, genre vraiment. Ouais, c'est vraiment... c'est légendaire quoi. C'est vraiment tout le monde s'est réuni pour pousser du JK en fait quoi. Et même au niveau lyrical, on rentre vraiment dans le morceau, je trouve que c'est un morceau qui est très intéressant avec des visions où chaque rappeur en fait met une vision différente des femmes, de l'amour, tout ça. Ouais. Donc avec André 3000 qui va avoir un truc beaucoup plus romantique. Voilà. Qui va se marier en gros. Pascal Audros quoi, et Pimp C, bon c'est pas le même délire. Ouais, voilà. Non, vraiment très cool, mais c'est un album d'ailleurs très collectif, je trouve, beaucoup plus que les autres qu'ils ont pu faire. Au niveau feat, donc avec aussi d'ailleurs beaucoup de morceaux hommages un peu, je trouve, à des anciens, des OG, tu vois. Je pense à Life is 2009 avec Too Short, qui est une reprise de Life is Too Short. Next Up aussi avec Big Daddy Kane et Kool Jab, qui est une reprise d'un morceau. C'est ouf ça qui est ça. Reprise d'un morceau, il y avait déjà Big Daddy Kane à l'époque. Un morceau de Marley Marl et tout. Madame Marley Marl, exactement. D'ailleurs, voilà, la preuve que c'est pas des rageux de New York, voilà, c'est ça. Mettent de make de New York sur l'album. Même il y a Talib Kweli aussi. Talib Kweli aussi, c'est vrai. Donc ouais, c'est un album qui est assez typique, je dirais, de UGK d'une certaine manière, quoi. Je veux dire, avec les sons vraiment très Ride and Dirty à l'ancienne, quoi, des trucs très lents. Et en même temps, ils vont ramener des trucs plus bangers. Take the Hood Back, par exemple, avec Listen Duck, qui est incroyable. C'est chaud. Et puis surtout, ils reprennent leur côté conscient. Tu vois, on avait perdu sur Dirty Money, là ça revient. Et c'est là où ils ont des morceaux de fou. Je pense à Living This Life, je pense à Cocaine avec Rick Ross, où les mecs qui te parlent de la cocaïne qui est consommée par les présidents, des trucs de fou. Enfin, tu sais, ils te font presque carrément tout un schéma de distribution de la cocaïne des plus hautes sphères jusqu'en bas. Enfin, c'est un truc de fou furieux ce morceau. Puis la prod, elle est folle. La prod est folle. Donc, ouais, vraiment, ils ont retrouvé vraiment du poil de la bête. Pour moi, c'est. Ça se tape avec Riding Dirty, mais je pense que c'est mon UGK préféré. Ouais, je trouve l'album, mais parce que c'est très long et c'est très bon du début à la fin. C'est rare un double album comme ça. Et il y a une dimension, ce serait de l'abus un peu de dire ça, mais limite politique, je trouve, presque dans ce disque, où ils sont beaucoup plus engagés, presque, je trouve. Socialement, leur truc conscient, ils le poussent plus loin. Mais avec toujours ce côté de funk, de léger un peu, tu vois. Par exemple, ils adoptent des surnoms à ce moment-là, Big Dick Cheney et Tony Snow. Dick Cheney, c'était un politicien, je crois, Premier ministre, ou je sais plus quoi, vice-président. Sous Bush, Tony Snow aussi, c'était un homme politique, tu vois. Donc, il y a un peu un détournement à ce niveau-là qui est marrant, quoi. Après, voilà. Album classique. Ouais, non, là, c'est sûr. C'est vraiment un gros retour. Il y aurait tellement de choses à dire sur cet album qui est vraiment, vraiment magnifique. Moi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. C'est l'un des très, très, très grands disques de UGK. Le côté aussi, ce qui montre aussi, quand tu parlais tout à l'heure du côté collectif, c'est que ça montre que vraiment, entre guillemets, Pimp C était attendu, et il n'était pas attendu que par les mecs du Sud. Si t'as parlé de Kool J Rap, Big Daddy Kane, Talib Kweli, Too Short, même Dizzy Rascal sur l'album, c'est fou, tu vois. À l'époque où il voulait un peu percer. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ouf. Donc ouais, voilà, l'album, ils vont vraiment extrêmement loin dans tout. Moi, il y a des morceaux que vraiment, ils font partie peut-être de mes morceaux préférés de UGK. Moi, il y a le morceau Heaven aussi, qui est très très chaud, où il parle... comment dire, il reparle en gros, est-ce qu'il y a vraiment il paradis, il reprend le truc de Tupac. Voilà, exactement. Sûr, qui est incroyable.
Living This Life, ouais. Bon, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Mais Ouais, même l'intro, Switches Je l'avais écouté, Ah, tu l'as écouté, ouais. il est fou. Ouais. Il est incroyable. L'intro, putain. L'intro, elle est folle. Non, mais moi j'aime tout sur ce disque. Ouais. Hein. Vraiment, il n'y a pas de morceau. Tout est incroyable. Gravy. Gravy, Underground Kings. Ouais. Avec le morceau avec Zero aussi, ça c'est fou. Ouais, ça. Tu le Niggas Don't Die, c'est tuerie, ouais, ça. Mais tout est. Franchement. Stop and Go, je kiffe Stop aussi. and Go, c'est cool. Non, franchement, c'est lourd. Hein. Shattered Dreams aussi avec Sleepy Brown. Ouais, qui est Shattered bien de Dreams. fou. Enfin, le remix de Like That. ouais, exactement. Like That sur le morceau. Non, mais tout est tellement bien fait sur ce disque. Et là, on peut parler de la production parce que là, franchement, c'est. Mais il y a du monde. Hein. Ouais, il y a beaucoup de C'est pas monde. du tout comme Pimsy. Hein. Non. Il est très présent sur le disque, Exactement. mais il y a beaucoup Bah, de monde. le côté encore collectif, hein, tu ouais, penses. clairement. Et mais tout est cohérent sur le disque. Il y a une. Franchement, pour un double album, il y a une cohérence qui est complètement dingue. C'est très rare les doubles albums comme ça que tu peux écouter du début à la fin. Moi, je suis clair, hein, je le mets. Allez, je le mets derrière le Tupac quand même, faut pas déconner. Ouais. Mais Au niveau des doubles albums, du coup. au niveau des doubles albums. Tu le mets devant Life After Death. Non, je le mets peut-être derrière quand même, c'est Biggie, mais Ouais. je le mets pas loin derrière en tout cas. Ouais, voilà. Je le mets dans Ouais. ces eaux-là, quoi. Je comprends. Derrière le Biggie, je pense, mais après, j'ai pas d'autres en tête Ouais. que je mettrais devant. Quoi. Ouais. Et Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais bah, enfin, moi, je te suis complètement. Pour moi, Ouais. c'est l'un des doubles. C'est l'un des meilleurs doubles albums de l'histoire pour moi. Enfin, genre. Bon, il n'y a pas de débat. Je pense Ouais. que pour beaucoup de gens aussi, hein, c'est le cas. Mais tout est assez fantastique. Après, moi, il y a quelques morceaux peut-être que j'aime moins. Pas, genre le morceau avec Dizzy Rascal, je suis pas un grand fan. Le morceau Grind Hard sur le CD1 aussi, je suis moins fan. non, ouais, moi je trouve ça Mais, bien quand même. Ouais. Ouais, moi, je suis un peu moins fan, mais voilà. Donc, mais c'est un album, voilà, il y aura tellement de choses à dire. Tous les morceaux, il y a des trucs de fou dedans, que ça soit dans les flows, que ça soit dans les mais lyrics. les performances, elles sont folles. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est un album complètement dingue. Et si, franchement, aussi, tu vois, il fait partie de ces albums vraiment où, tu vois, il y a quand même le côté célébration, tu vois, en fait. Clairement, mais pas que. Mais pas que. Et tout est bien ficelé, tout est bien. Ouais, c'est un disque hyper cohérent, quoi. C'est un album complètement dingue. Et je pense qu'il fait partie des disques, tu vois, par exemple, qui montrent le plus aussi. Enfin, tout ce que c'est UGK sait faire, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Donc, tout le talent du UGK. voilà, et d'ailleurs, peut-être que c'est même mieux de commencer UGK par ce disque, qui est Ouais, peut-être plus peut-être facile en vrai. d'accès. C'est vrai. Qui est plus facile d'accès, je T'as pense, pas que tort. les premiers, parce C'est que vrai. tu vois, moi je me souviens, j'avais T'as pas écouté tort. Riding Dirty en premier à l'époque. Ouais. J'avais kiffé et tout, mais j'avais pas. T'étais pas rentré dedans. J'étais pas. Non, si, j'avais kiffé les morceaux et tout, Ouais. mais ça m'a pris du temps avant d'aller écouter le Ouais, reste, je tu vois. vois. Ouais. Peut-être que, ouais, je sais pas, peut-être que celui-là, si j'avais commencé plus tard. Mais après, Ouais. bon, ça dépend des gens. Ça dépend, ouais. Mais celui-là est vraiment facile d'accès pour le coup. Ouais. quoi. Il est très mainstream, très. Ouais, mais il y a toujours ce côté vraiment. Enfin, il y a. C'est authentique, après. Voilà, c'est ça. Ils trahissent pas leur son. Exactement, Ils trahissent ouais, pas. Les exactement. influences, elles sont là, elles Exactement. bougent pas. Hein. Et c'est un album qui va vraiment marcher de dingue, qui vraiment les propulse, hein, vraiment dans une autre sphère, parce que je crois qu'il gagne un Grammy aussi pour le clip le clip pour Outkast. Ah, je peut-être. crois, il me semble. Et clip franchement fantastique, grosse fourrure de Pimsy là. Le jeu Incroyable. avec l'instru aussi. Ouais. est vraiment cool. Où de t'as... ouf. D'ailleurs, Pimsy a pété un câble quand il a entendu qu'André 3000 Ouais. avait enlevé les drums du Ouais. morceau. Mais moi, je trouve que ça tue en fait. Ouais, parce ça que le tue, morceau, il commence, il y a juste le sample magnifique et tout. Et Exactement. tout d'un coup, c'est l'apocalypse. Ouais. T'as tout qui arrive et tout. C'est un morceau incroyable. vraiment. Et après, vraiment. Big Boy à la fin, il n'y a plus justement que les Exactement. drums. Ouais. C'est un morceau vraiment classique. Et il y a plein d'histoires d'ailleurs autour du clip. Moi, je me rappelle Bun B qui racontait. Parce que Bun B, sur le clip, il est dans une voiture. Il y a David Banner à côté de lui quand il rappe. Et il a dit au départ, il devait pas du tout y avoir David Banner. Il s'est un peu incruste. Et il est venu, il a fait. Mais c'était magnifique, tu vois, parce qu'il y a tous les gars du Sud. Enfin, morceau incroyable. Mais c'est leur plus gros hit, je pense. Ouais, À je mon pense avis, aussi. hein, Franchement, c'est je leur pense. plus gros succès. Moi, je pense que c'est même au-dessus que de Big Pimpin, tu vois. Ouais, peut-être. Donc, Bah, après, ouais, c'est vrai. Ouais, je pense. Ouais, mais enfin, morceau vraiment classique. Et si vous n'avez pas écouté cet album, vraiment, faites-le. C'est une pièce maîtresse, vraiment, du rap américain. Album incroyable. Il fait partie pour moi, voilà, avec Super Tight, Riding Dirty et cet album-là, c'est 3 grosses pièces maîtresses qu'il faut avoir écouté.
Et malheureusement, un peu l'histoire va couper court parce que jusqu'à là, tout était assez beau en fait, avec le retour de Pimp C, les albums solo qui marchent, le double album qui marche, mais tout ça va un peu tomber en miettes lorsqu'on apprend que Pimp C en fait est mort, qu'il décède en fin 2007. Décembre, Voilà, un jour avant son anniversaire, voilà, un truc comme ça, il n'y a pas longtemps. Ouais. Enfin, non, pas un jour, mais enfin parce que je sais qu'il y a des images du coup de la soirée d'anniversaire qu'ils ont fait, je crois, pas longtemps après. Ok. Donc, avec la mère de Pimp C qui était là et qui dit... C'est vrai, t'as raison. Qui dit à toute la foule, donnez de l'amour à Bun B maintenant. Ouais. C'est beau ça, tu vois, c'est beau. Et d'ailleurs, au début, on savait pas exactement de quoi il décède, mais en fait, on apprendra que c'est notamment à cause de la ligne. Ouais, en fait. c'est une sorte d'overdose. Enfin, mais il a fait de l'apnée en fait quand il a dormi. Ok, d'accord. Donc, c'est très dangereux. Ouais, donc, ne prenez pas de ligne. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et c'est assez triste parce que à cette période-là, je pense que si Pimp C n'était pas décédé du UGK, ça serait devenu vraiment énorme. Oui, ils avaient déjà touché quand même un beau... Ouais, bien sûr. Ils avaient déjà peut-être eu leur somme avec un tas. Peut-être, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez triste parce que en plus, ça vient en fait comme ça en fait. C'est quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout. Et malheureusement, voilà, Pimp C décède de ça. Comme DJ Screw, finalement, comme on en parlait. Et Bun B, ça doit quand même être difficile pour lui d'encaisser ça. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Il en parle, même quand j'avais vu une interview de lui, il en parlait et tout. Il était aussi très proche de Screw. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu aussi Big Mo, qui est aussi décédé de ça, qui vient aussi d'Houston. Donc, vraiment, voilà, la ligne, c'est pas un truc marrant, ça. On peut vraiment mourir de ça. Et malheureusement, c'est arrivé pour Pimp C, donc c'est à partir de là aussi que Bun B commence aussi vraiment, comme on a dit, sa carrière solo vraiment à enchaîner. Oui, il sort entre guillemets son deuxième album qui sort là tout de suite en 2008. C'est aussi une sorte d'hommage à... Voilà, complètement. À Pimp C. Bon, moi je trouve que l'album il est assez mitigé. Ouais, je vais pas te mentir, je le trouve... Il y a quand même des gros morceaux. Le début est cool, il y a le morceau avec Lil Wayne que je trouve vraiment chaud, il y a des trucs vraiment bien, mais après ça se casse un peu la gueule. Puis il y a quand même You're Everything aussi qui est un vraiment Oui, mais je crois que c'est au début ça aussi. La première partie est vraiment cool. Donc, on va dire que au niveau de la discographie de UGK, il y a quand même un album posthume qui va sortir en 2009, si même 2009, c'est ça. Donc 2 ans après la mort de Pimp C. Tu peux me dire toi sur ce disque. Ouais, du coup ça c'est le vrai album hommage entre guillemets à Pimp C. Ils avaient déjà commencé en tout cas à travailler dessus avant qu'il meure. Écoute, moi j'aime bien ce disque, je vais être honnête, je trouve que ça ressemble à... On peut toujours se méfier des albums posthumes, hein, surtout en ce moment on a des exemples pas terribles, mais je trouve que ce disque là pour le coup il ressemble vraiment à ce qu'un disque du UGK normal aurait pu ressembler du vivant de Pimp C, avec beaucoup de morceaux produits par Pimp C notamment, beaucoup de refrains chantés par Pimp C, donc on sent qu'il était déjà là à la conception des morceaux et ça c'est cool. La première partie du disque, je la trouve vraiment excellente. Je rigole pas, elle est vraiment... Les 10 premiers morceaux, moi, je me les prends sans problème. Je trouve que c'est un peu dans la continuité du double album. On est un peu moins bien, mais c'est vraiment super solide. Ouais, il y a Everybody Wanna Ball, c'est cool. Morceau avec One Eye Daily, donc ça, c'est vraiment cool qu'il y ait un feat avec lui. Quand on sait le nombre de fois ils l'ont samplé. She Love It, Feeling You, le morceau avec Big Gipp aussi, qui est vraiment sympa. Et à partir de la 10e track, je trouve que ça commence un peu à devenir plus faible, en fait. Il y a beaucoup plus de feats aussi. C'est ça, en fait. Je trouve que les featuring s'enfilent et les morceaux deviennent un peu fades, en fait. Et un peu, par moments, impersonnels, avec des instrus... moins inspiré. Moi, je pense pas. Il y a un morceau avec Akon, on se demande un peu ce que ça fait là, quoi. Je trouve que c'est un vraie faute de goût, ce morceau, pour le coup, qui a rien à faire sur un album de UGK. Akon qui a pas du tout le même style, je trouve. Je trouve que ça correspond pas à l'univers un peu soulful, joyeux. Akon, il a un truc électronique, je trouve que ça va pas très bien là-dedans, dans le truc soyeux, quoi, de UGK. Le dernier morceau est bien. The Game Being Good to Me et tout. Qui a un 10 de Lil Troy apparemment. Même s'il dit qu'il 10 personne, apparemment ça viserait Lil Troy, mais enfin bon, au-delà de ça, le refrain apporte un peu une belle conclusion, je trouve, à la carrière de UGK et au final à la carrière de Pimp C aussi, forcément.
Quand il dit le jeu a été bon avec Ouais. moi, c'est vrai qu'on peut se dire que bon, au final, il a quand même une belle carrière. Ouais, C'est quand même une sacrée carrière, UGK, carrément. et même les albums solo de Pimp C. Donc ouais, ce disque posthume, cool. Ouais, Vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais. Je trouvais que c'était un bel hommage. je suis d'accord. Vraiment très bon disque, je Ouais, trouve. je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, c'est surtout en fait les feats que, comme toi, j'ai un peu du mal. Morceau avec Akon, c'est voilà, c'est l'exemple parfait. Il est assez, ouais, assez inécoutable, je trouve, perso, franchement. Ouais, il est pas ouf. Morceau avec Lil Boosie aussi et Big Winnie que je suis pas fan. Qui était d'ailleurs signé sur le label de Pimp C. Exactement. True Entertainment, qui Exactement. avait créé ce label-là. Bon, Exactement. malheureusement, voilà. Voilà, qui n'a pas pu, voilà. Mais ça reste un album assez. Il y a quand même des morceaux en fait. Tu vois, quand tu parlais du début du disque, Le début, qui est assez réussi, hein. Moi, c'est surtout le morceau avec Ronald Dailey. Je trouve vraiment bien. Pimp and Bun, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui est vraiment vraiment cool. Le morceau avec Sleepy Brown aussi, qui est assez réussi, enfin, si je me rappelle bien. Donc, Le premier, la Still Underground aussi, je trouve ça pas mal. ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, mais il y a quand même des morceaux, tu vois, mais c'est surtout que, en fait, il y a beaucoup de fillers et des morceaux qui n'auraient pas dû être là, je pense. Et mais ça reste quand même un album assez correct, qui se laisse écouter et qui est entre guillemets un peu dans la même ambiance que le double album en fait, je Oui, pense. oui, c'est ça. Donc ouais, album sympathique et surtout vrai hommage quoi. Et, Un vrai hommage. Ouais. donc album assez sympathique. Et donc c'est à partir de là que la carrière de UGK, moi c'était déjà arrêté en 2007, hein, mais Là, pour le coup, il s'arrête vraiment. voilà, il s'arrête vraiment. Voilà, comme on a dit, c'est surtout la carrière solo de Bun B après qui va continuer et sortir un nombre assez intéressant d'albums, toujours des morceaux intéressants, toujours des feats, des gros feats. Et et aujourd'hui vraiment il a ce côté OG quoi. Bun B c'est un peu l'oncle, le tonton de tout le Ouais, il monde. garde la mémoire de UGK Voilà, c'est ça. partout où il va. Exactement. D'ailleurs, je crois même il fait, de ce que j'ai pu lire, il fait même des cours ou je sais pas quoi en université. Ah ouais? Ouais, il fait des assists. Enfin, donc voilà, et aujourd'hui Bun B c'est un très grand. Et peut-être pour en finir avec UGK parce que on aurait pu parler de tellement de choses. C'est un groupe vraiment légendaire pour le coup pour le sud. Tout à l'heure, tu parlais de T.I. par exemple, quand tu disais que T.I. il a pris beaucoup de choses à UGK, notamment le fast flow, tu disais Bun B et Le tout, fast flow, voilà. ouais, il a clairement repris. Voilà. Mais en vrai, on aurait pu aussi très bien parler par exemple de Gucci ou de Oui, Jeezy. oui, bah, qui- les trois en fait, Voilà, créateurs c'est de la ça. trappe au niveau Sont des flows, complètement. ils s'inspirent d'eux. Bah, GK, le groupe préféré de Gucci Mane. Qui le dit dans Photoshoot, je crois en plus. Oui, oui, tu sur vois. qui on a fait la dernière émission. Exactement. Donc voilà, c'est un groupe qui a eu une influence vraiment immense sur tout le rap du Sud. Et qui reste encore aujourd'hui dans la mémoire, tu vois, parce que même aujourd'hui, tout le monde. Tout le monde aime et respecte UGK, tu vois. Donc ils sont encore partout. Et c'est assez beau de voir ça. C'est un groupe vraiment, vraiment légendaire du Sud, quoi. Ouais, il a permis au Sud d'arriver à la place où il est aujourd'hui. Ouais, aussi, clairement. Ça, c'est clair. On parlait des placements de flow au niveau de l'affluence, mais aussi la liberté en fait d'utiliser une voix typique du Sud, tu vois, comme le faisait Pimp C. Il n'y aurait pas Gucci, sinon il n'y aurait pas des Ouais. Lil Boozy, enfin voilà, Ouais. des mecs comme ça. Les country rap tunes, tu vois, tout ça effectivement, c'est dans l'état d'esprit, c'est très très important quoi. Ouais. Pimp C assumait les origines de sa musique, de sa région, de ce qu'il aimait. Voilà quoi, il assumait tout ça quoi, le fait d'avoir la meilleure musique, tu vois. Ouais. C'est vraiment très fort et voilà, ouais, Bun B effectivement. Qui continue l'héritage, c'est une bonne chose. Exactement, bah clairement. Qui a sorti un projet d'ailleurs cette année. J'ai pas encore écouté. Cette année? Il a D'accord. sorti un EP. Ok, Ouais. d'accord. Bah j'ai pas non plus, enfin j'ai pas écouté non plus. Et voilà, UGK font partie de ces groupes dans le sud de toute manière avec, on disait les Ghetto Boys ou les Outcasts ou même d'autres qui ont vraiment donné les premières marches à Live suivre. Crew. Tout Live Crew aussi, important, très important, de Miami. Voilà, ils font partie vraiment de ces premiers vrais groupes qui ont marché du sud et qui ont donné vraiment une impulsion à cette région et qui ont fait hey, nous aussi on est aussi fort que tout le monde et il faut pas nous oublier, faut pas nous mépriser ou je ne sais quoi. Et groupe hyper important. Et tu disais voilà, l'influence dans l'état d'esprit elle est phénoménale dans tout le sud.
et encore aujourd'hui font partie des très très grands de cette musique. Et si vous voulez, de toute manière, si vous êtes pas... si vous avez envie de découvrir UGK ou redécouvrir même UGK, il y a la playlist comme d'habitude. Elle est réalisée par les mains de Logan toujours. On a essayé de tout mettre dedans. On peut pas tout mettre, mais... non, bien sûr. Ouais, voilà, il y a 50 morceaux voilà, c'est ça, qui comme résument voilà, toute la carrière. Une sorte d'essentiel, quoi. C'est ça. Donc, si vous voulez écouter UGK, écoutez la playlist, elle est toujours en bas dans la description. Merci à toi, Logan, d'avoir été là pour cette émission. Merci à toi. C'est normal. Et moi, je suis très content qu'on ait pu faire cette émission UGK for Life. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Au revoir. Ciao. Ciao.